Le titre de l'atelier, c'est « Peut-on maîtriser le destin ?» Évidemment, c'est une provocation, c'est un titre délibérément provocateur, puisque si on prend le destin au sens strict, il n'est pas maîtrisable. Comment est-ce qu'on peut définir le destin? La définition classique du destin, la définition canonique qui nous vient de l'Antiquité, c'est que le destin, c'est une force divine, c'est une force cosmique, personnifiée, c'est une déité personnifiée, dont l'effet de produire des événements, des situations, des actions qui sont, alors je vais enchaîner les adjectifs, inévitables, inéluctables, inexorables et implacables. Ça c'est effectivement, je dirais, la vision traditionnelle du destin qu'on trouve dans la mythologie gréco-romaine, donc divinité personnifiée qui incarne une force cosmique et dont les effets sont inexorables, dont les pauvres humains, les pauvres mortels ont à subir les hasards favorables ou les supposés hasards qui n'en sont pas dans le cas du destin, les événements fatals positifs ou négatifs. Alors évidemment, si on s'arrête là, le titre de l'atelier n'a pas de sens. Et donc, merci d'être venu. Bonjour chez vous. Ce fut court mais intense. Et là, on ne peut rien maîtriser. On ne peut pas maîtriser cette divinité. Même les dieux y sont soumis au destin. Alors les dieux ont une position ambiguë dans la mythologie gréco-romaine, la mythologie antique, puisqu'ils sont à la fois les intercesseurs du destin, les moyens du destin, et puis eux-mêmes sont soumis au destin. On sait que les dieux, ils agissent pour qu'une chose arrive en son heure. Et parfois, ils font exprès de retarder l'advenue d'un événement parce que ça n'est pas l'heure de cet événement. Il ne doit pas arriver trop précocement, il ne doit pas arriver en retard non plus. Vous connaissez la formule de La Bruyère, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Mais si on s'écarte un tout petit peu de la définition traditionnelle du destin, qui fait que le titre n'aurait pas de sens, il y a une ambiguïté quand même dans le destin, même si on se penche sur la religion gréco-romaine. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une ambivalence, il y a une différence entre la façon dont les Grecs pensent cette nécessité, cette fatalité, et la façon dont les Romains la pensent. Je commençais par les Romains et je fais simplement un résumé parce que le but c'est juste de faire un point introductif avant de vous poser les premières questions. Mais pour poser les choses, les Romains ils utilisent le terme de fatum, qui ne surprendra personne, puisque le fatum, le destin, c'est ce qui a donné fatal, fatalité. Alors c'est vrai que le destin chez les Romains concerne des événements collectifs comme la réussite dans une guerre, dans une entreprise collective, une prise de pouvoir, etc. Concerne aussi les sorts qui sont attribués aux humains, notamment à la naissance, et concerne la mort. Donc le fatum latin, il concerne des événements particuliers, c'est vrai, de la vie individuelle ou collective, mais il concerne les grands événements de la vie, notamment la naissance et la mort. Concernant les Grecs, c'est un peu plus compliqué, parce que la divinité chez les Grecs qui dit la nécessité, elle s'appelle Ananke. Alors un très joli nom, A-N-A-N-A-N, K-E accent grave, Ananke. Cette divinité qui dit la nécessité, elle est un peu différente du fatum. Alors, d'abord, elle a, si j'ose dire, des enfants, ou elle a je l'ai dit, des intercesseurs, elle a des représentants, si vous voulez. Il y a une divinité ancienne, archaïque, qui s'appelle chez les Grecs le Moiros. Alors, Moiros, j'en vois qui prennent des notes, c'est M-O-I-R-O-S. Le Moiros, ça désigne le destin fatal, la mort. Et le Moiros, il est dit fils de la nuit. Pourquoi est-ce que le destin il est lié à l'obscurité, à la fois du temps des origines, et puis il est obscur parce qu'il est impénétrable, on ne sait jamais exactement ce que le destin nous réserve. Alors le Moiros, il a donné aussi dans les représentations du destin, peut-être des divinités qu'on connaît un peu plus, parce qu'elles sont représentées souvent dans le monde de la peinture, ce sont les Moirai, M-O-I-R-A-I, les Moirai, M-O-I-R-A-I, qu'on appelle les moires, et que les latins appellent les parques, si vous voulez. Ce sont trois sœurs,
Vous les avez vus peut-être dans des tableaux, ce sont 3 sœurs, vous savez, il y a une métaphore de la vie qui est le fil de la vie, le fil de la destinée. Il y en a une qui dévide la bobine du fil de la vie, il y en a une autre qui tisse la trame de notre existence, et la troisième, et oui, elle la coupe, elle met fin à notre existence, ce sont les moires. Ça fait penser au métier à tisser des anciens temps. Il y a aussi d'autres intercesseurs, il y a Zeus bien sûr qui aide à l'advenue du destin, il y a Apollon qui est très important puisque Apollon il a une prêtresse qui s'appelle la Pythie et qui révèle de façon énigmatique qui dit des phrases sibyllines sur le destin des hommes qu'on peut comprendre ou qu'on peut mésinterpréter mais qui est censé donner des indications sur le destin à venir des individus. Et pourquoi est-ce que c'est différent des latins? Eh bien, en 2 mots, parce que quand on regarde les tragédies de l'Antiquité, les tragédies des Grecs, les grands héros tragiques grecs, ils ont le choix. Ils ont le choix. C'est pas un destin fatal. Alors, c'est un destin fatal qui s'abat sur eux, bien sûr, puisqu'ils sont maudits. Ils portent en eux une malédiction. Malédiction filiale, familiale, qui vient d'un crime originel, qui vient d'une transgression originelle. Dont ils ont hérité malgré eux, si vous voulez, par les liens du sang, ils sont porteurs de ce crime. On peut penser à Oedipe, on peut penser à sa fille, la fille d'Oedipe, Antigone. On peut penser à Phèdre. Ils sont maudits, mais ils ont quand même le choix. Ils ont le choix à un moment de faire une action, de ne pas la faire. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la tragédie grecque, mais Oedipe, il peut enquêter sur le crime qui est à l'origine de la peste, qui est l'ancêtre de la pandémie, si vous voulez. Il y a une peste dans Thèbes, il se fait l'enquêteur, et s'il y a une peste, c'est que c'est un fléau qui est décidé par les dieux. Il y a un crime qui a été commis, qui n'a pas été purgé. Il peut soit enquêter, soit ne pas enquêter. Alors évidemment, il est à la fois l'assassin, il ne le sait pas, il a tué son père, il a couché avec sa mère, il ne sait pas, évidemment, qu'il l'a fait, mais il pourrait ne pas enquêter. Il pourrait se voiler la face, mais il va aller jusqu'au bout parce que ça lui correspond, qu'il a un esprit de justice. De même, sa fille Antigone, quand il s'agit d'enterrer son frère et que son oncle Créon lui interdit d'enterrer son frère parce que son frère a attaqué la cité de Thèbes, elle a le choix. Elle pourrait renoncer à le faire. Mais par piété filiale, elle le fait et donc elle va au sacrifice. D'accord ? Donc, ils ont le choix. Alors, ils ont le choix, ils n'ont pas le choix, vous allez me dire, parce que il y a une célèbre commentatrice de la tragédie grecque qui s'appelait Gilberte Ronet. Et Gilberte Ronet, elle avait écrit un article célèbre qui s'appelle « Le sentiment du tragique chez les Grecs ». Et pour résumer en une phrase le tragique grec, elle disait « Un être exemplaire, ça c'est le héros, l'héroïne tragique, un être exemplaire acculé à un comble de malheur, c'est vrai que leur sort est malheureux, auquel ils ne peuvent échapper qu'en cessant d'être eux-mêmes. » Voilà la situation type du tragique. Ça veut dire que l'être tragique grec, il pourrait ne pas agir, mais en même temps, s'il n'agit pas, il se trahit lui-même. Donc il est obligé d'aller au sacrifice. Donc vous voyez, il y a une différence entre le fatum des latins et la nécessité, le destin tel que le pensent les Grecs. Je ne dis pas qu'il y a une maîtrise du destin dans le cas des héros tragiques, mais ils peuvent décider quelque chose sur leur sort. Ça marche pour ce préambule ? Alors évidemment, on ne va pas en rester à ce sens du destin qui nous vient de l'Antiquité, on va élargir un petit peu parce que le mot destin pour nous, il renvoie à cette idée d'inexorable, d'inévitable, d'ordre du monde, où un événement fatal arrive, vous êtes là dans une circonstance et la chose devait arriver, ça c'est vraiment l'idée traditionnelle du destin, mais le mot de destin, il a d'autres sens, des sens plus contemporains, plus larges, peut-être moins chargés, si vous voulez, que la définition classique du mot destin. Et ma première question, elle ne va pas vous surprendre, c'est qu'est-ce que le destin pour vous? Et j'en ajoute une autre parce qu'il y a un mot qui n'est pas exactement le destin, mais c'est une notion qui est liée au destin, qui est connexe du destin, qui est un peu différente, qui est la notion de destinée. Qu'est-ce que ça vous évoque, le destin ou la destinée? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je ne demande pas si vous y croyez, si vous croyez au destin. Ça, c'est une autre question. Je dirais à la limite, vous pourriez ne pas croire au destin et me dire quand même que le sens du destin, c'est telle ou telle chose, ou que le sens de la destinée, que vous adhériez ou pas à cette idée, c'est telle ou telle chose. Donc je ne sonde pas les cœurs et les reins, là je ne vous demande pas votre position personnelle,
sur votre croyance ou pas, dans l'idée que tout serait déjà écrit pour vous, que certaines choses devaient arriver ou doivent arriver, mais plutôt je vous demande, quand on vous parle du destin, ou quand vous entendez parler du destin, ou quand vous-même vous parlez du destin, parce que je ne sais pas si vous parlez du destin parfois, si vous évoquez le destin ou la destinée, si c'est des mots qui ont un sens pour vous, et si oui, lequel? Qu'est-ce qu'ils évoquent en fait? Ou bien pas du tout, ou bien vous me dites non, ça n'a aucun sens pour moi, je ne vois pas quel sens on pourrait donner à ces notions. Est-ce que vous pourriez me donner à chaque fois vos prénoms? Et je crois que Sandrine, vous étiez peut-être la première. Et après, monsieur. Oui, enfin une définition, je ne sais pas, moi ça me fait penser à un chemin de vie. Un chemin de vie. Un chemin de vie, Oui. de la naissance et peut-être même avant, jusqu'à la... Avant la naissance. Ouais. Une espèce de... Enfin, une programmation suivant qu'on se situe aussi sur un plan psychologique, religieux. Alors il y a plein de choses parce que moi je serais tenté, parce que moi je serais tenté de vous dire, si vous me dites que ça renvoie avant la naissance, oui, qui est déterminé. Ah voilà, alors ça veut dire, moi ça me fait penser aux expériences de mort imminente, où les personnes disent sortir du corps ou disent survivre à la mort, et parlent du fait qu'il y a plusieurs incarnations. Et donc là, c'est à ça que vous faites référence, c'est-à-dire qu'en fait on... Mais alors du coup, est-ce que c'est pas un faux destin? Parce que souvent on les entend dire, enfin moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai pas fait moi-même de sortie de corps, pas récemment. Donc voilà, et on les entend dire que on choisit sa vie. Alors peut-être qu'on ne choisit pas tous les détails de sa vie, tous les événements, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que la réincarnation, c'est un choix. Et c'est à ça que vous faites référence ou... Oui et non, en fait. Parce que je pense que le destin est aussi peut-être un peu la trace de ce que nous laissent nos ancêtres. Peut-être une partie. Ah d'accord, l'héritage. Qui est un héritage. Ah d'accord, alors c'est d'accord, ok. Et effectivement, on parle aussi de réincarnation, enfin moi je crois un peu à ça aussi. D'accord. Et sur le plan religieux, parce que là on touche oui, le plan religieux. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas tous la même définition du destin suivant son appartenance peut-être à une croyance ou à une autre. Tout à fait. Alors je vais rester déjà sur l'idée familiale, sociale familiale, puisque vous parlez d'héritage familial. Oui, enfin, c'est ça. Il y a une partie. Une partie. Qui est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas contourner et une autre partie où on peut être peut-être maître de son... Maître, ça me gêne un peu, mais on peut peut-être réorienter son destin ou le contourner. Alors oui, en tout cas, c'est un premier aspect du destin, c'est le destin familial. Alors si évidemment on choisit son incarnation, sa famille et sa naissance, il n'y a pas de destin. Dans ce cas-là, effectivement, ce qui apparaît comme fatal est choisi. Mais si on laisse de côté de toute façon cette idée un instant, un enfant ne choisit pas sa famille, il ne choisit pas son milieu social. C'est peut-être dans ce sens-là. Donc dans ce cas-là, il y a quand même une fatalité de départ, au sens où, en tout cas telle qu'elle est vécue par l'être qui naît dans un contexte, dans un milieu, dans une famille, et pour qui il est presque, enfin je veux dire, qui n'a pas les moyens de s'en dissocier, de s'en défaire, et qui subit quand même passivement au départ, dans les premières années, j'allais dire le poids de sa famille, pas forcément, mais le contexte de sa famille, le conditionnement qui va avec. Et vous parlez aussi, donc ça c'est un premier sens du destin, le destin familial. Et j'allais vous dire, vous parlez aussi de l'héritage des générations antérieures. Alors moi ça me fait penser à pardon ? Les mémoires transgénérationnelles. Et voilà, c'est-à-dire on arrive, on est dans une famille, donc on n'a pas choisi, dans un certain contexte social, relationnel, psychologique, psychique, avec les personnes qui nous donnent naissance, et peut-être aussi même sûrement, qu'on charrie avec nous, du fait d'avoir été généré dans cette famille, un ensemble de mémoires transgénérationnelles.
qu'on n'a pas choisis, qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas évitables puisqu'on font partie de notre patrimoine génétique. Alors on dit qu'on peut les modifier, les faire évoluer, etc. Mais au départ, on les subit. Et alors cette idée, elle a été quand même pas mal validée par la science parce que il y a c'est même plus qu'une théorie, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout simplement le constat que ce que vous vivez pendant votre vie va modifier votre génome, va s'inscrire dans les informations génétiques qui vous constituent, et si vous procréez, vous transmettez une partie de ces informations à vos descendants. Alors avec vos forces et vos faiblesses, avec vos traumatismes, les éléments émotionnels, affectifs qui se sont engrammés, je dirais, en vous. On s'en est rendu compte par des expériences très simples. On prend des souris de laboratoire, on les soumet à un stress. Par exemple, on envoie un signal lumineux et on leur envoie une décharge électrique. Donc on fait une association entre un signal et un stress. Et dès que la souris a procréé, on sépare les enfants. Et on s'est rendu compte que ils n'ont donc pas vécu cette décharge de stress qui est associée au signal lumineux. Et pourtant, quand on envoie le signal lumineux, ils ont une montée, si vous voulez, je sais pas est-ce que c'est du cortisol ou ils ont une réaction de stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur a été légué comme réflexe adaptatif de survie en situation de stress, une réaction par rapport à un signal identifié comme une alerte. Alors vous allez me dire, ça fait peur, parce que évidemment, si on lègue effectivement à ces enfants les côtés négatifs, effectivement, ils arrivent avec une charge qui est une forme de fatalité. Alors, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de modifier, c'est ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Et là, on peut pousser un cocorico, parce qu'avant Darwin, celui qui l'avait formulé, c'est un Français, c'est Lamarck, le célèbre Lamarck, qui, au début du XIXe siècle, dans un ouvrage célèbre qui s'appelait Philosophie zoologique, ce qui parlait des animaux, Philosophie zoologique, qui est apparue en 1809, Lamarck pose l'idée d'une hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire vous acquérez des compétences, des réactions, des connaissances, j'allais dire une somme de vécu, émotionnel, affectif, etc. Et vous en léguez une partie. Alors évidemment, ça c'est une forme de fatalité. Il y a la fatalité familiale. Est-ce qu'il n'y a que cette fatalité? Sachant qu'on peut quand même, l'épigénétique dit justement qu'on peut se modifier au cours de la vie, prendre des décisions, faire des choix, travailler sur sa vie psycho-affective, sur sa vie relationnelle, avec un ensemble de disciplines qui proposent une mise à distance aussi, voilà. Donc c'est pas une fatalité réductible, mais quand même on l'a subi au départ, ça faut quand même bien dire, voilà. Et monsieur, quel est votre prénom? Sacha. Sacha. Moi je reviens sur le destin destiné, je pense que le destin c'est plus global, comme vous l'avez un peu décrit au départ. On ne peut pas y échapper globalement, mais c'est plutôt un destin collectif. Collectif. Un destin destiné, je pense que c'est plus privé, plus personnel, plus génétique, plus modifiable. Oui. Et par rapport, vous avez parlé des souris, mais c'est fantastique effectivement, mais on peut imaginer que l'environnement aujourd'hui va jouer. Tout à fait. On peut imaginer, bien sûr. Notre cher Freud a aussi beaucoup mis le point sur les pulsions, par exemple, des choses comme ça. Donc, je sais pas, là, pour répondre à votre question, moi je séparerais destin et destinée. D'accord. Sur ce point. Destin plus global, destinée plus individuelle, singulière. En rentrant ce soir, je vais être enrichi. Ah d'accord, ok, d'accord. Ça va changer ma destinée. Oui, ça peut changer. Alors écoutez, si ça change, si l'atelier philo de ce soir change votre destinée, écoutez, vous m'écrivez un mail, je le mets sur mon site internet à mettre en ligne. Donc, oui, non, mais il y a des choses. Alors, il y a des choses en fait qui ne sont rien d'une certaine façon et qui peuvent changer une vie. Hein. Il y a un regard, un regard peut changer une vie aussi, une forme de reconnaissance, un sourire de connivence. Il y a des choses qui sont, j'allais dire presque incorporelles, qui ne sont pas grand-chose et qui peuvent avoir un effet très important sur l'individu et changer sa destinée. Alors effectivement, le destin, c'est plus global. J'allais dire, moi, quand vous me dites le destin collectif, je pense au destin des peuples, par exemple, quelqu'un qui naît dans une période de guerre.
Bon, bah, ça fait partie de la destinée, destinée au sens large. Je dis pas que c'est inéluctable. L'histoire humaine, elle obéit à des facteurs, des causes qui sont très diverses, et peut-être que les conflits ne sont pas inéluctables. Vous connaissez la pièce de Bertolt Brecht, La résistible ascension, ce qui parle de la fin, c'est Arturo, oui. Merci. La résistible ascension. Donc tout n'est pas inéluctable, mais il est vrai que si vous vivez dans une période de guerre, vous pouvez avoir le sentiment que ça fait partie de la destinée des peuples et des nations, du grand destin universel de l'humanité, et vous êtes dans un point de conflit, c'est des forces qui vous dépassent, et à votre échelle singulière, vous subissez. Donc le destin familial, le destin collectif, est-ce qu'il y a d'autres formes de destin, ou même la destinée, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est une vaste question, parce que vous connaissez la phrase de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui, ben voilà. Alors, ça pose beaucoup de questions, parce que la définition du hasard, on peut garder l'idée du hasard, même dans une science purement déterministe. C'est-à-dire même dans une science qui considère que le monde est soumis à un strict déterminisme. Alors, qu'est-ce que le déterminisme? Le déterminisme affirme qu'il n'y a pas de liberté dans le monde, qu'il n'y a pas de contingence, qu'il n'y a pas de hasard au sens d'un aléa, si vous voulez, que tout est déterminé. Donc ça, c'est la position du déterminisme. Alors évidemment, c'est assez semblable au destin antique, sauf qu'il n'y a pas de divinité personnifiée, si vous voulez. Il n'y a pas de divinité que vous puissiez invoquer, mais c'est une version scientifique, causale. Tout arrive selon la nécessité des causes et des effets. Tout s'enchaîne de façon déterminée. Mais on peut quand même penser le hasard dans le cadre du déterminisme. Celui qui l'a fait, c'est le célèbre Cournot. Cournot, il donne une définition du hasard dans un univers pourtant pleinement déterminé. Il dit que le hasard, c'est la convergence, la coïncidence de deux chaînes causales apparemment indépendantes. C'est-à-dire que, je vais prendre un hasard malheureux, qui j'espère ne vous arrivera jamais, il y a tout un ensemble de circonstances qui vont faire dérailler un train, il y a tout un ensemble de circonstances qui vont vous conduire à prendre ce train. C'est un malheureux hasard, mais on peut lui donner un sens même dans un univers pleinement déterminé. Donc le hasard a un sens, ou ce que vous appelez la coïncidence, même si on ne reconnaît aucune liberté, aucun aléa. Mais ce que vous me dites, ça fait penser aussi au signe du destin. Puisque, ça allait être ma question suivante, puisque je vous demandais surtout ce à quoi vous fait penser le destin, mais il vous fait penser au signe du destin. On parle beaucoup de synchronicité. Alors, la synchronicité, c'est difficile. Je ne sais pas si ça a un sens ou c'est un mot qui éveille quelque chose quand je le dis. Alors, synchronicité au sens strict du terme, ça veut dire qu'il arrive au même moment. Mais ce qu'on appelle une synchronicité, c'est une coïncidence de deux choses, de deux événements, qui supposément n'est pas dû au hasard, qui fait sens, ou qui peut faire sens, pour ceux à qui arrive cette synchronicité, et qui a une allure ou un caractère remarquable du fait de son improbabilité. Je peux pas vous prendre. Il y a plein d'exemples de synchronicité, c'est-à-dire vous songez à quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps et la personne vous appelle. Ou je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de synchronicité, mais vous vous baladez, vous marchez et vous avez un problème dans votre existence et vous n'y pensez pas forcément sur le moment, mais vous croisez quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va faire sens pour vous, et donc vous allez vous dire, mais oui, c'est ça, c'est en fait le problème que je me posais, alors qu'il peut parler de toute autre chose en apparence. Ce qu'il dit fait sens pour moi. Donc ça, ce sont les signes réels ou supposés du destin. Alors on y voit des coïncidences purement aléatoires, on y voit un hasard, même dans un univers déterministe, où on y voit des coïncidences de sens qui nous parlent. Ça, c'est, je dirais, c'est à chacun de... C'est vrai, mais alors ça dépend des croyances ou du ressenti, Françoise, vous me dites, mais j'allais vous dire, attention à cette croyance, parce que on a tendance parfois à penser la chose suivante, on a des croyances, et puis elles correspondent ou pas à la réalité, et puis c'est une grille de lecture de la réalité. Mais en réalité,
il y a un célèbre auteur qui s'y est beaucoup intéressé, qui s'appelle William James, qui est un auteur anglo-saxon de la fin du 19e siècle. William James dit « La croyance crée le fait ». Ça veut dire que si vous croyez dur comme fer à quelque chose, ou si vous ne croyez pas à quelque chose, vous créez ou pas les circonstances qui vont vous renvoyer, si vous voulez, quelque chose qui va aller dans votre sens ou pas. Alors William James, il prend des exemples liés à l'amitié, liés à l'amour, liés à la solidarité sociale. Si vous pensez que l'amitié n'existe pas, ou que l'amour n'existe pas, par exemple, il ne prend pas l'exemple de l'amour, il prend plutôt l'exemple de l'amitié, mais ça peut s'appliquer aussi à la relation sentimentale. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui vous disent « Je ne crois pas en l'amour, mon expérience personnelle me l'a prouvé ». Donc ils ont eu une expérience. Ils ont eu une expérience négative, donc tirer une conclusion générale sur l'existence et sur leur destinée. Et si vous n'y croyez pas, que vous ne faites jamais un pas vers les autres ou la moitié du chemin, si vous ne vous ouvrez pas, que vous êtes tout le temps dans la défiance, que vous ne faites jamais confiance, eh ben, la vie va vous donner raison. Vous arrivez à la fin de votre vie, je vous avais bien dit que l'amour n'existe pas. Parce que vous allez vivre une vie qui sera à l'aune ou à la mesure des croyances que vous avez. Donc les synchronicités, alors la croyance est une grille de lecture, mais plus vous êtes peut-être dans cet état d'esprit d'attendre du monde des signes qui vont faire sens pour vous, pour résoudre des questions existentielles, des problèmes ou pour les penser, plus peut-être vous allez, alors c'est pas que le monde va vous en envoyer peut-être, mais plus vous allez être attentif et discerner ces éventuels signes qui peuvent vous être donnés. Mais je reviens quand même à ma question. Alors, je pousse un peu, je vous propose des sens du destin, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Il y a le destin familial, il y a le destin collectif, il y a la destinée, comme dit Béatrice, qui peut être éternelle, immortelle. Il y a le destin, comment dirais-je, bon, social, c'est un petit peu comme le destin familial. Il y a, moi je dirais, il y a les destins extraordinaires, exemplaires, de celles ou ceux qui ont, je prends des expressions, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces expressions, qui se sont forgés un destin ou qui ont forcé le destin. Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas? Alors, est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Parce que moi, j'en ai, mais je ne veux pas non plus vous imposer mes exemples. Ou est-ce que vous me dites, justement, on ne peut pas forcer le destin? C'est une expression qui est étonnante, parce que ça veut dire que le destin vous pousse dans un sens et vous cantonne, si vous voulez, que tout d'un coup, un individu sort des sentiers battus, prend un chemin de traverse, renverse la table et fait quelque chose qui n'était pas prévu, voire même pas prévisible. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Quel est votre prénom? Maïko. Maïko. Je pense à Albert Camus immédiatement. Albert Camus, d'accord, oui. Parce que, bon, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Et en fait, le fait qu'il ait rencontré son instituteur, Monsieur Germain, l'a mis sur une toute autre voie, et une voie extraordinaire. Tout à fait, oui. Donc, mais enfin, je oui, non, bien sûr, Albert Camus, hein, bien sûr, vous validez? Oui. Est-ce que vous avez... Il y a un jeune rappeur, j'ai écouté ça à la grande librairie, qui a été ému, un gars des banlieues, un dealer, à la lecture d'Albert Camus, et c'était envers et en droit. D'accord. Il a été touché par comme une grâce, il dit quelque chose, et il parle, il a fait 5 livres, ce jeune. D'accord. Mais il était impressionnant, et il était devant le plus ancien académicien, il parlait, mais c'était extraordinaire. Il a eu une saisie, il dit une saisie à la lecture de Le Destin de Camus. Alors c'est vrai que c'est un destin qui est inspirant. Hein, et puis c'est ce qu'on peut souhaiter pour les personnes qui sont d'extraction modeste, puisque sa maman, Albert Camus, il l'a dépeint dans son roman posthume, Le Premier Homme. Elle était illettrée, analphabète, et il a un destin extraordinaire de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de personnes qui auraient forcé le destin ou qui se seraient forgé un destin? Madame, votre prénom? Moi, Véronique. Véronique. Je pense à Rockefeller. D'accord, oui. Ah oui, David Rockefeller, oui. Extrêmement pauvre, et il voulait absolument travailler dans les finances. Donc il est allé de nombreuses fois à New York dans les banques. Et la dernière banque où il est allé à répétition, il s'est penché pour ramasser une épingle, et au même moment le directeur de la banque passait. Il s'est dit, si cet homme se penche pour ramasser une épingle qui est aussi pauvre, il pourra devenir immensément riche et aura vraiment
Le sens de l'argent. Le sens de l'argent, la valeur de la... Alors David Rockefeller, ça peut être effectivement pour son parcours, sa réussite financière exubérante, enfin incroyable, avec tous les aspects sombres évidemment du personnage qui vont avec. Alors effectivement, il a une fondation. Alors bon voilà, tout le monde il y a différents regards sur sa vie et les actions de sa fondation, mais en tout cas, il a un destin extraordinaire, effectivement. Moi, j'allais citer un exemple. Saint François d'Assise, oui, tout à fait. Alors ça relève vraiment d'un choix personnel, puisqu'effectivement, il venait d'une famille riche. Et il fait le choix de renoncer effectivement au bien de sa famille pour faire vœu de pauvreté, effectivement. Puis ce sera l'origine de l'ordre des franciscains. Pardon ? L'abbé. En Oui. fait, tous. Tous. Tout être humain a un destin qui lui est propre. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas deux destins. Mais j'allais vous citer, mais oui, c'est vrai. Non, mais tous les destins valent l'intérêt, je dirais. Tout parcours, toute destinée individuelle, d'autant plus si on pense qu'il y a une incarnation ou une réincarnation, toute destinée a un sens et renvoie à quelque chose et comporte avec ses épreuves sans doute une leçon de vie et quelque chose qui est éprouvé par l'être pour grandir et pour se comprendre et s'éprouver. Moi, j'allais vous donner un exemple classique et vous allez voir pourquoi je vais vous le donner. C'est pas pour faire de l'académisme, voilà. Vous allez voir pourquoi. C'est Jules César. Pourquoi ? Parce que bon, il était issu d'une famille patricienne, il n'y a pas de souci, bien que elle ait, à l'époque de sa naissance, beaucoup perdu de son ancien lustre. Mais surtout parce que il est connu pour plusieurs choses. Mais après avoir fait sa conquête en Gaule, il y a un moment où son adversaire, qui est Pompée, se trouve à Rome. Il demande le consulat, le Sénat romain lui refuse, et il sent qu'il peut perdre la main, puisqu'il a un ennemi redoutable qui est ce général Pompée, qu'il va devoir affronter. Et en moins 49 avant Jésus-Christ, vous connaissez ce fait historique, il franchit le Rubicon. C'est le Rubicon, c'est un fleuve qui séparait la Gaule cisalpine et le territoire de Rome qui était considéré comme sacré. On ne pouvait pas rentrer sur le territoire de Rome en armes, c'était considéré comme un sacrilège. Alors on lui prête cette phrase, c'est pour ça que je le dis, parce qu'on lui prête cette phrase qui est restée célèbre. Il aurait dit, en franchissant le Rubicon, puisqu'il jouait sa vie, Alea iacta est, le sort en est jeté. C'est-à-dire qu'à un moment, vous prenez un risque, vous faites quelque chose qui aurait pu ne pas être fait. Vous prenez peut-être votre destin en main, je ne sais pas, mais en tout cas, vous forcez les choses. Il avait le choix, là, bien sûr, il avait le choix. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on peut peut-être forcer le destin, ce qui suppose, de saisir les occasions. Alors ça, je vais y venir après, parce que parfois on accuse le destin, on accuse le sort, on dit la vie ne m'a pas donné, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas, j'ai subi des circonstances défavorables, le poids d'un milieu, le poids de relations qui n'étaient pas, les meilleures, mais il y a aussi peut-être toutes les occasions qui ont été manquées, qui étaient des opportunités d'agir, des opportunités à saisir, et qui n'ont pas été saisies. Alors ça, j'y reviendrai après. Je résume un peu l'essence du destin qu'on a réussi à faire émerger. Destin familial, destin social. Ça nous renvoie à l'exemple d'Albert Camus. Destin collectif, destin des peuples et des nations. Destinée individuelle qui tend vers l'immortalité, nous a dit Béatrice. On peut ajouter, peut-être les faux destins, puisque si on choisit sa vie, on vit comme un destin, ce qui n'est pas un destin, mais ce qui en réalité a été choisi. Ça renvoie à la perspective du karma, des réincarnations qu'on a un peu évoquées au début. Il y a peut-être aussi des destins auxquels on ne pense pas parce qu'ils sont plus contestables, ils sont peut-être un peu plus subtils. Ce sont ce qu'on appelle les archaïsmes psychiques. Les archaïsmes psychiques, ça suppose qu'il y a de grandes structures psychiques auxquelles les individus n'échappent pas, qui sont fatales, si vous voulez. Alors,
Ça, c'est une thèse. Alors, parce qu'on parle beaucoup des stéréotypes à notre époque, vous savez, selon les cultures, l'image de l'homme, l'image de la femme qu'il faut déconstruire. Ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes, des clichés, des images d'Épinal, des représentations collectives qui ont tendance à figer des caractères généraux et des identités sexuelles. Ok. Mais un archétype, c'est autre chose. Un archétype, c'est, si on admet cette idée, je vais vous donner un exemple que vous connaissez, forcément. Un archétype, si on accepte cette idée, c'est une grande structure psychique fatale au sens où les êtres humains n'y échappent pas, ils sont forcément au sein de cette structure et ils ont à prendre position au sein de cette structure symbolique. Alors, peut-être le plus célèbre à notre époque, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, on le valide ou on ne le valide pas. Je ne dis pas que je ne suis pas un défenseur du complexe d'Oedipe, mais l'interprétation, si vous voulez, de Freud, c'est qu'il existe une différence sexuelle, génitale, physique, je ne dis pas psychologique, qui induit une symbolique relationnelle et sexuelle au sein de la famille, et une rivalité du petit garçon vis-à-vis de son père dans, je dirais, l'acquisition exclusive, affective de la maman, et de l'autre côté, une rivalité de la fille vis-à-vis de sa maman pour s'attirer les faveurs, la considération du papa. Sachant que Freud considère que les deux ne sont pas égaux, et c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, parce qu'il considère que la fille n'achève jamais son Oedipe. Elle ne peut pas s'opposer totalement à sa mère, selon Freud, puisque sa mère et sa matrice, son origine, réelle ou symbolique d'ailleurs, s'il a été adopté, la figure maternelle représente quand même cette symbolique de l'origine. Elle ne peut pas entrer dans une rivalité, un rejet, une négation, qui lui permettent de se construire comme le garçon va rentrer en rivalité avec son père. C'est pas de même nature pour Freud, il y a une inégalité, il y a une asymétrie, si vous voulez, entre les deux. Mais je laisse ça de côté. Mais, par exemple, le complexe d'Oedipe, c'est une position où, ayant fatalement, d'un point de vue relationnel et symbolique, dans une symbolique sexuelle, on a une place qui est la nôtre. Alors après, ça veut dire on peut la refuser ou pas. Il y a, comme le dirait Freud, par exemple, je viens d'évoquer le cas de la fille, on peut très bien refuser la sexualité, on peut très bien être castratrice, on peut très bien... Il y a différentes attitudes possibles. Mais c'est censé être un schéma, si vous voulez, explicatif, archétypique, c'est-à-dire général. Donc ça, c'est... Alors voilà, tout le monde n'est pas d'accord, c'est un archétype supposé parmi d'autres. Vous savez que l'un des disciples de Freud, qui s'appelait Carl Gustav Jung, avait dit « Mais si les filles s'opposent à leur mère, autant que les garçons s'opposent à leur père », il avait appelé ça le complexe d'Électre, qui est un autre personnage de la mythologie. Électre avait poussé son frère à tuer sa mère. Bon, je rentre pas dans le détail. Donc il y a des interprétations, si vous voulez, sur le psychisme humain et sur les grandes structures du psychisme humain, et la question de savoir s'il y a pas simplement des stéréotypes qui sont relatifs aux cultures, mais des archétypes, c'est-à-dire des symboliques sexuelles universelles, qui viennent de la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Je sais que ça n'a pas bonne presse en ce moment, mais je le mentionne au passage. Et puis, on pourrait en terminer là. Il y a peut-être un dernier sens du destin, puis après je vais vous poser une autre question, sur lequel je termine, qui est paradoxal. C'est que même pour ceux qui refusent l'idée de destin ou l'idée de destinée, et qui affirment la liberté humaine, eh bien, il y a une fatalité, c'est que vous êtes libre. Vous n'avez pas choisi d'être libre. Rassurez-moi. Vous n'avez pas choisi, à un moment, vous n'avez pas posé, on vous a dit c'est en option, vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre, vous choisissez. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a une célèbre phrase de Sartre qui le dit. Alors Sartre, il prononce cette phrase dans L'être et le néant, qui est un livre qui est apparu en 1943. Et Sartre dit « Nous sommes condamnés à être libres ». C'est-à-dire qu'il y a une seule fatalité dans l'existence, puisque lui ne croit pas au destin, mais il affirme plutôt la liberté humaine, le libre arbitre. Et cette fatalité, c'est la liberté. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une fatalité, même pour les personnes qui affirment une entière liberté. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas choisi, c'est la liberté. Ok ? Donc, on a fait un petit panorama du destin. De toute façon, alors vous êtes encore plus spirituel que moi, donc je vais vous paraître très terre à terre. Je pensais vraiment aux occasions à saisir. Je vais prendre un exemple célèbre qui nous vient des Grecs, qui est cette divinité du kairos. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le kairos, c'est le moment où on peut saisir le temps. Le temps est insaisissable, vous allez me dire, mais il y a des moments où on peut saisir le temps, on peut tenter quelque chose,
Je dis pas qu'on peut forcer le destin, mais ou qu'on peut le maîtriser, mais on peut initier une action, on peut saisir une opportunité. Et alors ce Kairos, il est un peu étonnant, parce que je ne sais pas si vous connaissez sa représentation sculpturale ou picturale. C'est une divinité qui a des ailes aux pieds. Pourquoi? Parce que ces occasions passent devant nous, hein. L'histoire ne repasse pas les plats, hein. Quand on n'a pas saisi une opportunité, malheureusement, elle est perdue. Alors évidemment, on peut accuser le destin, on peut dire, oui, on ne m'a jamais donné ma chance, mais peut-être aussi que je l'ai pas saisi, ma chance. Et donc c'est un personnage qui porte des ailes aux pieds, qui porte des ailes sur son dos, qui tient une balance qui repose sur le fil d'un rasoir, qui est un demi-cercle, et donc cette balance est en train de basculer, parce que le Kairos, c'est aussi le moment où tout peut basculer dans une vie. C'est-à-dire vous avez des grands choix. À un moment, vous faites le choix A ou vous faites le choix B. Et à un moment, tout peut basculer. Et c'est, comment dirais-je, un personnage qui a une mèche sur le devant, une tonsure à l'arrière. Pourquoi? Parce que quand on l'a laissé passer, on ne peut pas rattraper derrière. On ne peut pas attraper ses cheveux. Il faut l'attraper quand il vient. Et on trouve une célèbre réflexion de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les occasions manquées, sur les opportunités, sur le fait qu'on peut se forger un destin, mais à condition de saisir les opportunités, d'être à la mesure de ces occasions, c'est Machiavel. Et Machiavel, dans un célèbre poème, parce que Machiavel il s'occupe de la prise de pouvoir, donc quand vous voulez prendre le pouvoir à un moment, il faut savoir saisir les occasions, parce que si vous ne les saisissez pas, Machiavel, il faut être du bon côté. Il faut être du bon côté. Ah, il vaut mieux être du bon côté que du mauvais côté. Mais même quand vous êtes du bon côté, vous savez, comme Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique, il a subi une tentative d'assassinat. On a tué son frère à l'église, dans l'une des églises de Florence. Même quand vous êtes du bon côté, ça passe parfois tout près. Donc, vous voyez... De l'autre, c'est Pardon? vous le mauvais côté. C'est vous le mauvais côté. Pardon? Et le mauvais côté dit que c'est vous le mauvais côté. Ah oui, voilà, exactement. Alors, il y a toujours... voilà, la question est de savoir. En tout cas, lui il n'est pas mort, son frère est mort. Et, comment dirais-je, Machiavel dit la chose suivante. Il y a un poème qu'il dédie, il dédie à l'occasion. Vous savez, les occasions manquées. Et il représente le Kairos sous des traits féminins. Et il discute avec cette divinité qui a la tonsure, qui a des ailes aux pieds, etc. Et en même temps qu'il discute, elle lui dit une dernière phrase, et pendant que tu me parles, je me suis déjà enfui. Ti son sfuggita dalle mani. Je viens de te filer d'entre les mains. Ça veut dire que aussi le destin, ou ce qu'on perçoit comme étant le destin, c'est aussi une somme parfois d'occasions manquées. Il faut quand même parfois le reconnaître. On a aussi une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout. Ça veut dire qu'on a fait des choix, et même ne pas choisir est un choix, et que donc on a une part de responsabilité dans ce qui est advenu ou pas advenu.